Depuis le temps que je lâche des anecdotes à son sujet, et depuis le temps que le sujet est demandé, préparez-vous à découvrir la guerre de Troie sous un tout nouveau jour. Intrigue et trahison, honneur, héros, embarquons ensemble à travers la mer Égée pour découvrir ou redécouvrir cette histoire tout bonnement épique. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Je m'excuse en avance parce que j'enregistre ça pendant ma pause déj, il y a des voitures dehors, tu vas les entendre, mais c'est pas grave, je te raconte ça tout de suite. Alors, tout commence quand la flotte grecque débarque à Troie. Non, en fait, tout commence quand Paris enlève Hélène de Sparte pour l'amener à Troie. Non, en fait, l'histoire débute avec le mariage de Thétis et Pélée, les parents d'Achille. Absolument tous les dieux y sont conviés, sauf Eris, la déesse de la discorde. Afin de se venger de l'offense, elle jette parmi les convives une pomme dont elle annonce qu'elle appartient à la plus belle. Alors que toutes les femmes désirent se l'approprier, ce sont Aphrodite, Athéna et Héra qui finissent en finalistes. J'aurais peut-être pu mieux formuler ça. Quand bien même Aphrodite est la déesse de la beauté, les autres ne lâchent pas le morceau. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et l'affaire remonte jusqu'à Zeus. Lui ne souhaite aucunement être mêlé de près ou de loin à ce bordel parce qu'il s'agit pour lui d'un bon gros conflit d'intérêts avec sa femme Héra, sa fille Athéna et sa tata Aphrodite. Le grand dieu charge donc Hermès d'annoncer à un berger, Paris, que c'est à lui d'être le juge dans ce concours de beauté. Alors, pourquoi ce mec-là puisque c'est juste un berger ? En fait, Paris, c'est l'un des enfants du Priam, qui est le roi de la ville de Troie. Alors, pourquoi est-il désigné comme un berger et pas comme un prince ? Eh ben, il nous fait une Apollon et s'initie aux joies du Justin Bridou ? Non, en fait, c'est parce qu'il a été abandonné par ses parents. Lorsque la reine était enceinte, elle a eu une vision cauchemardesque d'elle-même en train de donner naissance à un monstre. Un devin, qui est au passage un des fils illégitimes du roi, explique que cet enfant est un grand danger pour la ville, que ça va être un bordel monstre, et selon Apollodore, cette vision annonce qui sera la prochaine reine de Troie, et que si on voit cette zouze, il faut la dégager immédiatement. Donc c'est soit le rêve de la reine, soit ce serait Cassandre, la grande sœur de Paris, qui aurait eu la vision de Troie en ruine et qui sait du coup que Paris va apporter un grand malheur. Anyway, Priam et Hécube abandonnent l'enfant à sa naissance en se disant qu'il allait clamser et qu'on n'aura qu'à faire comme si rien ne s'était passé. Oui, la reine a été enceinte 9 mois et le môme a disparu, rien n'a signalé. Paris sera donc recueilli par un berger qui l'élèvera comme son fils et comme il l'a trouvé bébé et perdu, il lui a choisi le prénom Alexandre. Des années plus tard, imaginons la surprise de Paris-Alexandre lorsque 3 déesses se pointent devant son nez. Bonjour, ça va ? Pour lui demander à lui de décider qui des 3 est la plus belle. Il doit sentir la douille arriver parce qu'il hésite, du coup les 3 concurrentes choisissent la voie de la corruption. Voici donc ce qui est proposé en échange de la victoire. Héra offre la souveraineté sur les hommes, Athéna fait miroiter la victoire militaire constante, et Aphrodite promet la plus belle femme du monde. Paris-Alexandre choisit avec enthousiasme de troquer la compagnie de son troupeau de vaches contre la compagne la plus belle du monde. Après avoir craché dans sa paume et serré la main d'Aphrodite pour conclure le deal, non c'est pas vrai, Paris-Alexandre va annoncer la bonne nouvelle à Eunoné. Eunoné, c'est sa zouze. Ah oui, il est en couple et amoureux notre berger, mais bon, Eunoné n'est pas la plus belle femme du monde, donc amour ou pas amour, elle se fait larguer et notre berger aux 2 prénoms compte les jours en attendant qu'il se passe un truc. Un jour, on vient lui prendre un de ses taureaux pour animer une version antique d'Interville. Le concept des jeux sportifs, violents, dangereux, en l'honneur du fils perdu du roi et de la reine de Troie, le prince Paris. Sans savoir que c'est en son hommage que sont organisés les jeux, notre protagoniste s'y inscrit. En réalité, c'est pas tant pour la gloire que pour récupérer son taureau. Après une compétition épuisante sous les yeux d'un public avide d'action et de sang, il finit par se faire reconnaître par la famille royale. Il découvre donc qu'il est en fait l'un des princes de la ville de Troie, le fils d'Hécube et Priam, le frère d'Hector, d'Éiphobe, Polyxène et des jumeaux Cassandre et Hélénos. Il est donc accueilli dans le palais royal comme membre de la royauté. À ce moment, sa sœur Cassandre, qui a des dons de divination, elle a une vision instantanée et accélérée de la bande-annonce de la chute de Troie, mais tout le monde s'en fiche de ce que Cassandre a à dire, parce qu'après tout, c'est une pauvre hystérique. Parce que personne ne croit jamais Cassandre, c'est sa malédiction, pour avoir tenté de séduire Apollon, il lui a craché dans la bouche, et maintenant, c'est divination, personne n'y croit. Bon, puis comme il faut bien faire avancer le scénario, Paris part en expédition jusqu'au royaume de Sparte. Une première version dit que ce serait pour prendre des nouvelles de Hésione, la sœur du roi de Troie, qui aurait été enlevée par Télamon,
Mais une autre version dit que c'est Aphrodite qui envoie directement Paris à Sparte afin qu'il puisse récupérer la fameuse plus belle femme du monde. Toujours est-il qu'il est accompagné de Énée, l'un des fils d'Aphrodite, et qu'il est accueilli à Sparte par le couple royal Ménélas et Hélène. Ok, il est temps de présenter les autres personnages de cette histoire. Hélène, Ménélas et Agamemnon. Alors du coup, le consensus dit qu'Hélène c'est la fille de Zeus et de Léda. Zeus c'est juste son géniteur, puisqu'au final, le mari de Léda et celui qui va élever Hélène et tous les autres enfants, c'est Tindar, le roi de Sparte. Ah oui, parce que Zeus ne se gêne pas pour emprunter les femmes des autres en utilisant moult subterfuges. En l'occurrence, il s'est transformé en cygne, l'oiseau là, pour séduire Léda et apparemment ça a marché. Léda a 4 enfants, 2 de chaque père quoi. De Zeus, elle a Hélène et Pollux, qui sont des demi-dieux, et de Tindar, elle a Clytemnestre et Castor, qui ont des prénoms pourris et qui sont humains. Enfin bref, comme j'ai dit il y a 30 secondes que notre cher Paris allait chercher la plus belle femme du monde et que Hélène est le seul prénom féminin de la liste que j'ai énumérée, c'est bien d'elle dont il s'agit. Je vous spoile pas, vous êtes intelligents, vous avez fait vos déductions. D'ailleurs, Hélène, elle est si belle que nombreux ont été les prétendants à demander sa main en mariage, et c'est là que ça pose problème. Parce que Tindar s'est mis à dos notre poufiasse olympienne, Aphrodite. Bon, pour le coup, il avait déconné, il avait fait des sacrifices à tout le monde sauf à elle, donc sans surprise, hein, elle lance un petit coup de justice vénère et maudit les filles de Tindar. Elles auront la réputation d'être adultères en plus d'apporter la honte et le malheur sur leur famille. Disons que du coup Tindar c'était pas trop le genre de papounet qui demande à ses filles le mariage c'est pour quand ? Sauf que en fait le mariage c'est pour maintenant, vient le temps de marier Hélène et tout le monde la veut et provoque les concurrents armés jusqu'aux dents. Alors le roi Tindar n'ose pas trop en désigner un de peur de se mettre les autres à dos. C'est là qu'Ulysse lui offre un précieux conseil. Demander aux prétendants de se lier les uns aux autres dans un serment qui passe par un sacrifice, à être unis en fait, enfin s'unir pour venir en aide à quiconque sera l'élu dans le cas où quelqu'un viendrait à ravir Hélène à son mari. Ils détruiront la ville de l'offenseur, qu'elle soit grecque ou barbare. Tindar obtient ainsi un avantage militaire considérable en plus du fait de ne pas déclencher un massacre et sa propre mort. N'ayant rien à perdre, à part tout en cas de guerre, chaque prétendant plie le genou devant Tindar et l'heureux élu est désigné. Il s'agit de Ménélas, le frère d'Agamemnon. Heureux gagnant, il est choisi soit par Hélène, soit par le roi de son plein gré, soit par le roi, mais sous conseil d'Agamemnon qui a lui-même épousé la sœur d'Hélène, Clytemnestre. Le résultat est le même, Ménélas reste à Sparte avec Hélène. Et à la mort du roi, il prend sa place et devient le roi. Voilà le contexte dans lequel Paris débarque de Troie. Alors il est accueilli par Ménélas et Hélène qui prennent au sérieux leur devoir d'hôte, car le lien entre un hôte et son invité est privilégié. Les deux se doivent respect et assistance. Les coutumes sont respectées et les relations ne semblent teintées d'aucune hostilité. Aussi, lorsque le père de Ménélas et Agamemnon meurt, Paris est autorisé à rester chez Ménélas le temps que celui-ci parte aux funérailles et revienne. En l'absence du roi, c'est la reine qui s'occupe de ses invités. Circonstance parfaite pour le jeune prince troyen qui se met à draguer et qui fait tomber la reine sous son charme. Ce qui mène plus tard, vraiment genre 2 jours plus tard, ou 1, ou 5 minutes, bref, ce qui mène ensuite au départ de Hélène de Sparte pour Troie, où elle deviendra Hélène de Troie. Alors, Hélène est-elle kidnappée ou non ? Eh vous me connaissez maintenant, si je pose une question de ce genre, c'est que les versions divergent. La majorité des auteurs est claire sur le fait qu'Hélène est tombée amoureuse de Paris et qu'elle quitte Sparte de son plein gré. Mais il existe également une version de cette histoire où elle plie face à la force et à la violence et ne sera prise d'affection pour Paris que plus tard. Plusieurs autres auteurs font intervenir des dieux, qui créent une sorte de fantôme d'Hélène pour tromper Paris et lui faire croire qu'il part avec la vraie Hélène, et quand bien même je me vante de croiser les sources et de citer un maximum d'éléments, soyons honnêtes, ça commence à faire beaucoup puis après genre ils partent en Égypte, enfin on s'en fout. Paris et Hélène se barrent direction Troie dans le plus grand des calmes. Enfin dans le plus grand des calmes, c'est pas sûr. La meuf a pris ses affaires, ses esclaves, mais elle a laissé sa fille à Sparte. Alors soit elle était vraiment en panique et son cerveau a planté, soit elle avait pris 5 Xanax et elle est en effet partie dans le plus grand des calmes. Peu importe, quand Ménélas rentre au palais, il constate qu'après son père, c'est sa femme qui l'a perdu. Aïe, coup dur pour Ménélas. Heureusement, il a l'allégeance de tous les ex-prétendants d'Hélène, donc sans hésiter, il informe Agamemnon de la situation et lui demande de réunir une armée, de mobiliser tous les rois de toute la Grèce pour leur rappeler leur serment.
Alors, si la plupart des rois et de leurs loyaux guerriers partent se battre pour Agamemnon avec détermination et honneur, ce n'est pas le cas de Odysseus, de son nom romain Ulysse. Un oracle lui ayant prédit que s'il allait à Troie, il ne reviendrait qu'au bout de 20 ans de galère et de désolation, il est moyen chaud. Ulysse n'a pas envie de partir en guerre. Il ne compte pas y aller. Il est pas né le mec qui le forcera, et puis s'il est né, ses jours sont comptés, hein. Parole de Ulysse, moi vivant, jamais je n'irai. Quand un mec appelé Palamède vient en tant qu'ambassadeur pour lui dire que sa présence est requise au combat, il simule la folie. Ça se tient, tu vas pas faire venir un chef militaire si c'est pas l'épée la plus affûtée du fourreau. Ulysse, il incarne le couteau à beurre, là, en l'occurrence. Selon pseudo-Apollodore, pour échapper à ça, il fait le mariole jusqu'à ce que Palamède arrache son fils, le jeune prince Télémaque, des bras de sa mère. Comme il menace de tuer le fils, Ulysse récupère son enfant pour le défendre, révélant ainsi qu'en fait il est saint d'esprit. Selon Hygin, il aurait en fait attelé un bœuf et un cheval à son char, mais quel gueudin! Et il a enfilé son bonnet, mais c'est un fou! Pour semer du grain, mais en fait c'est du sel, il est malade! Palamède, qui aime bien menacer le fils d'Ulysse, décide de menacer le fils d'Ulysse. Il le sort de son berceau, qui est évidemment au beau milieu d'un champ avec Ulysse, l'idiot du village qui laboure, et dépose l'enfant sur la trajectoire de la charrue. Ulysse doit donc arrêter de faire le mariole et récupérer son fils, révélant, là également, sa santé mentale. Il est donc obligé de partir. Parole de Ulysse, moi vivant, jamais je n'irai. Jamais il ne pardonnera Palamède. Jamais. C'est un petit foreshadowing, hein, au cas où. Et en plus, c'est à Ulysse d'aller chercher Achille. Parce que Achille n'a pas répondu à l'appel. Alors pour mieux comprendre pourquoi, rétablissons le contexte. Achille, comme je l'ai dit au début, c'est le fils de Pélée, un roi, et de Thétis, une déesse de la mer, ou Néréide. Celle-ci apprend que si un jour Achille devait combattre à Troie, il y rencontrerait la mort. En entendant ça, elle décide de le faire tremper dans les eaux infernales du Styx afin de le rendre invincible. Mais l'esprit de Thétis n'est pas vraiment apaisé. Des années plus tard, quand elle voit la flotte troyenne quitter Sparte avec Hélène à son bord, elle comprend que le moment tant redouté approche. Elle sait que bientôt on viendra chercher son fils, car Troie ne sera jamais prise sans Achille. Alors elle l'emmène dans le palais de Lycomède afin qu'il soit caché sous des vêtements de femme et élevé comme tel. Et là, Ulysse débarque comme une fleur, avec son intelligence habituelle. Il avait entendu dire qu'Achille était chez Lycomède, et du coup il s'y rend avec des cadeaux pour remercier le roi de l'hospitalité. Il dépose un tas de bijoux immenses et des armes, et dit à tout le monde de se servir. Toutes les filles se dirigent vers les parures et les joyaux, tandis qu'Achille ne peut détacher son regard de la lance et du bouclier étincelant. C'est comme ça qu'il se fait cramer. Et encouragé par Ulysse, il retire avec plaisir ses fringues de gonzesse pour faire ce qu'il a toujours aimé, être un mâle alpha. Et oui, avant de passer à la suite, je sais ce que vous vous dites, que les parents d'Achille, ce sont bien les deux époux qui n'avaient pas invité Eris à leur mariage, et que, du coup c'est là où a tout commencé, hein. On peut donc interpréter la vengeance d'Eris comme une manigance pour semer la zizanie parmi les dieux et la dévastation parmi les humains, mais on peut aussi voir ça comme un plan méticuleusement articulé pour se venger directement de Pélée et Thétis en tuant, leur enfant unique, quoi. Mais c'est quand même vachement de la dévastation quand on prend vraiment conscience du nombre de guerriers, de navires et de la préparation nécessaire à un départ en guerre. Pour ce qui est de l'armée elle-même, je vais la présenter parce que si plein d'auteurs se sont cassés les fesses pour les nommer et leur donner un background, je vais par respect me casser les fesses à vous les citer. Quasiment tous. Ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez quasiment plus parler d'eux après. On a donc des chefs militaires, qui sont principalement des rois, qui sont à bord de bons gros bateaux remplis à ras-bord de combattants énervés en provenance d'un peu partout, c'est-à-dire Agamemnon, roi de Mycène, 100 navires, Ménélas, roi de Sparte, 60 navires, Achille, roi des Myrmidons, 50 navires, Ulysse, roi d'Ithaque, 12 navires, Ajax le Grand, roi de Salamine, 20 navires, Ajax le Petit, roi de Locre, 40 navires, Diomède, roi d'Argos, 80 navires, Nestor, roi de Pylos, 40 navires, Ménesté, roi d'Athènes, 50 navires, Eurypylos, à ne pas confondre avec un mec qui a le même prénom et qui est troyen, roi d'Orménos, 40 navires, Idoménée, roi de Crète, 40 navires, Protus, un mec random, qui vient de Magnésie avec 40 navires, Philoctète, un héros qui vient d'Olyson avec 7 navires, encore Protésilas, encore un héros qui vient de Philas avec 40 navires, Éléphénor, roi de B, 40 navires, Thoas, roi d'Étolie, 40 navires, Amphimaque, roi d'Élis, 40 navires, Mégès, roi de Doulichion, 40 navires, Polladir, roi de Trica, 30 navires, Phidippe et Antiphos, qui sont des frères qui viennent de Cos, 30 navires, Gunéos, roi des Aériennes, 22 navires, Eumélos, roi de Phérès, 11 navires, encore Télépolème, à ne pas confondre non plus avec un autre Troyen, roi de Rhodes, 9 navires, Agapénor, roi d'Arcadie, 7 navires, Nirée, roi de Cime, 3 navires, 4 inconnus au bataillon qui viennent d'Orchomène avec
30 navires, 40 inconnus sans nom qui viennent de Phocide avec 40 navires et 10 chefs qui sont toujours sans nom qui viennent de Béotie avec 40 navires. Ça fait beaucoup là, non? Selon Apollodore, on a donc 1300 navires et 43 commandants. Selon mes calculs, il y a 1001 navires et 42 commandants. Et selon Homère, dans tout ce bordel, on a plus d'une dizaine de milliers de combattants au total. Ça fait beaucoup là. Bon. Entre ceux qui envoient 3 bicoques et ceux qui envoient des centaines de navires armés, tous les royaumes n'ont pas le même budget. Et qui peut leur en vouloir ? Parce que vu le fourbi qu'il faut en fait pour partir en guerre, heureusement que tout le monde ne se concentre pas sur les navires. Voilà ce que font toutes les villes et toutes les armées dès qu'elles ont répondu à l'appel. Voilà ce qu'on peut lire dans l'Achilléide de Stas. Je cite. Pour venger de juste colère, l'Europe se soulevait à la voix suppliante de ses rois, enflammés de la douce fureur des combats. Embrasés de l'amour de la guerre, les villes s'agitent et se lèvent. Thémèse dompte les reins. Les rives de l'Eubée sont battues par les mouvements des navires. Mycène retentit du bruit d'innombrables enclumes. Pise renouvelle ses chars. Némée fournit les dépouilles de bêtes fauves. Syra s'empresse de garnir de flèches les carquois. Lerne de revêtir la peau des taureaux du lourd bouclier. L'Étolie, l'âpre Acarnanie arment leurs fantassins. Argos fait voler ses escadrons. Les prairies de la riche Arcadie sont dépeuplées. L'Empire soumet aux freins ses rapides nourrissons. Et vous, ô Phocide, ô Aonie, vous éclaircissez vos ombrages pour amonceler les javelots. Pylos et Mécène dressent leurs machines. Nulle contrée n'est exempte du tribut de la guerre. On arrache des portiques les armes suspendues par les ancêtres. La flamme liquéfie les richesses des temples. Arès ravit l'or des immortels et le fait servir à sa fureur. C'est en effet des vieux ombrages. L'ortie s'est abaissée, le Tégète a courbé sa haute cime. Les montagnes dépouillées ont enfin dû les airs. Toutes les forêts sont sur la mer, les chênes abattus se façonnent en vaisseaux, les arbres plus petits en rames. Le fer se façonne pour 1000 usages, il affermira les éperons des navires, garnira les armes, maîtrisera les chevaux belliqueux, entrelacera de 1000 chaînons les cuirasses aux rudes écailles. Il boira le sang fumant dans les profondes blessures, et conspirant avec le poison, précipitera le trépas des guerriers. Les pierres humides s'usent à aiguiser les noires épées. Point de relâche, on courbe les arcs, on fond les globes de plomb que jetteront les frondes. Les pieux sont durcis par la flamme, les casques se couronnent de leurs aigrettes. Tout s'agite dans les ports, la mer est couverte de vaisseaux, la flotte en s'avançant soulève les flots et les tempêtes qui ne sont que pour elle. La plaine liquide ne suffit plus aux navires, et les voiles épuisent tous les vents. Vous l'aurez compris, après un certain temps de préparation logistique, certains disent que ça a duré 2 ans, chaque royaume envoie son armada à un point de rendez-vous pour se réunir avant le grand voyage. Le point de rendez-vous, c'est à Aulis qu'il est. C'est donc à Aulis qu'on peut voir une masse uniforme de navires qui avancent sous le rythme incessant des tambours qui font vibrer les portes et les poitrines. Tous les rois et leurs guerriers se rejoignent et se mélangent avec l'envie d'en découdre et de redorer l'image du grand Ménélas. Ils s'engagent dans une guerre sous le commandement du jeune Achille, lui-même sous les ordres du encore plus grand Agamemnon. Une fois qu'on est certain que tout le monde est présent et qu'on peut décoller, personne ne part. Non. Alors c'est pour une raison toute bête. Il n'y a pas de 4G et personne connaît le chemin de Troie. Alors nos dizaines de milliers de soldats prennent quand même la mer et accostent par hasard sur une île qui met à sac. Sauf qu'en fait c'est un royaume différent qu'ils sont en train de défoncer là, c'est le royaume de Mysie en fait, dirigé par un mec qui s'appelle Télèphe, qui est un descendant de la lignée d'Héraclès, et qui se prend une lance en travers du cuisseau pour avoir répondu à l'attaque ennemie. Les Grecs se rendent compte de l'erreur géographique et reprennent la mer. Sauf qu'une tempête vient foutre le bordel au milieu des bateaux, et en fait, les guerriers grecs se voient contraints de rentrer dans leurs patries respectives. Puis de nouveau, rendez-vous à Aulis. Selon Apollodore, il faudra 8 ans entre le retour de chaque peuple dans sa patrie et le retour consécutif à Aulis. Rien que pour nos personnages principaux, on a un petit passage par la ville d'Argos où ils se sentent bien cons parce qu'ils connaissent toujours pas le chemin de Troie. Mais Télèphe, le roi de Mysie, lui, il connaît le chemin. La blessure dans sa cuisse ne se soigne pas, ce qui est carrément miraculeux parce que ça veut dire qu'il a encore sa cuisse et qu'elle a pas été amputée malgré les reines d'hygiène de l'Antiquité et la médecine d'époque qui sont ce qu'elles sont. C'était une très longue phrase. Bref, Télèphe dit aux autres zozos en fait qu'il faut que ce soit Achille qui le soigne parce que c'est Achille qui l'a blessé en prenant la ville, quoi. Il veut qu'on l'emmène vers son agresseur/guérisseur en échange de quoi il donnera la route à suivre pour aller à Troie. On emmène Télèphe vers Achille pour qu'il fasse la victime et après ça direction Aulis avec en tête le chemin pour Troie. Et ça tombe bien, tout le monde y est. Tous les navires, tous les rois, tous les héros, les soldats, les stocks d'armes, de nourriture, d'eau, y a tout. Une fois qu'on est certain que tout le monde est présent et que cette fois on peut décoller, toujours personne ne part. Dans le sens où météorologiquement c'est impossible. Y a pas de vent. Alors pour un bateau, quand y a pas de vent, c'est pas pratique. Y a toujours les rames, mais
un peu chiant quoi. Enfin y a pas de vent jusqu'à ce qu'Agamemnon se secoue un petit peu et qu'il aille demander à un oracle qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. L'oracle, c'est Calchas, qui avait déjà prédit que sans Achille, la ville de Troie ne serait jamais prise. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'Ulysse trouve Achille, et Calchas fait donc transmettre ce second message au roi Agamemnon. Le message suivant: si tu veux du vent, sacrifie la jeune Iphigénie. Vous allez me dire, c'est chiant, parce que sacrifier une vie humaine, c'est chiant, mais pour Agamemnon, c'est hyper chiant parce que Iphigénie, c'est sa fille. Donc bon, il est moyen chaud, mais c'est Artémis qui exige, et moi perso, c'est pas avec Artémis que je ferai la ouf. Et Agamemnon non plus, puisqu'il cherche immédiatement une façon de faire amener Iphigénie depuis Argos où elle squatte, jusqu'à Aulis où il faut la tuer. S'il dit la vérité, jamais Clytemnestre n'acceptera de laisser partir sa fille vers la mort. Il ment. Il invente une histoire, il envoie un message annonçant à Clytemnestre qu'en fait Iphigénie est requise ici pour épouser Achille, car Achille refuserait de partir en guerre sans qu'on lui ait offert la main d'une femme. Achille, il est pas au courant. Hein. D'ailleurs, de tous les Grecs, les seuls qui connaissent les vraies raisons de la venue d'Iphigénie sont Calchas, l'oracle, Ulysse, Ménélas et Agamemnon du coup. Au dernier moment, Agamemnon change d'avis, et alors qu'Iphigénie est déjà en route, il veut envoyer un autre message pour annuler l'expédition. Mélénas l'intercepte et les deux frères se prennent la tête assez longtemps pour qu'Iphigénie puisse arriver avec Clytemnestre. Plus d'issue favorable pour Agamemnon qui se retrouve condamné à sacrifier sa fille à Artémis afin que les vents se lèvent et permettent de mettre les voiles. Après des retrouvailles familiales qui font chaud au cœur, Clytemnestre rencontre Achille et lui dit qu'elle est super contente d'être sa belle-mère et ils apprennent d'un vieillard que en fait ils se sont bien fait prendre pour des cons et qu'Agamemnon va tuer sa fille pour que l'armée puisse partir en fait. Donc dans la version pour les gros fragiles, Artémis sauve la jeune fille au dernier moment, et dans la version moins fragile, Agamemnon égorge bel et bien sa fille. Ça y est, le vent se lève et tout le monde est content. L'armada peut enfin partir pour Troie en sachant comment aller à Troie. Et elle fait une escale à Ténédon, puis à Lemnos, où le guerrier du nom de Philoctète se fait mordre par un serpent. De la plaie suintante émane une odeur ça pue la mort. Lui non plus, rien ne le soigne et il se fait carrément abandonner par Ulysse sur l'île de Lemnos. Ulysse n'étant pas un fils de pute, je me permets de préciser qu'il le fait sous les ordres d'Agamemnon et pas de sa propre volonté. D'ailleurs, Ulysse n'étant pas un fils de pute, mais surtout un pas fils de pute malin, il est envoyé en ambassadeur pacifiste aux côtés de Ménélas pour s'adresser directement à la famille royale pour exiger le retour d'Hélène. Les deux loustiques partent en avance pendant que le reste de la flotte les rattrape et ils essuient des refus hostiles. Hélène, tout comme ses affaires et ses servantes mais pas sa fille, ne sera pas rendue. Non pas que les Troyens adorent Hélène, qui leur apporte la destruction massive et prolongée de leur peuple puis de leur ville, je me demande pourquoi ils l'aiment pas, mais c'est surtout en fait une question de fidélité à Paris. S'il aime Hélène, s'il a ramené Hélène, s'il veut en faire sa femme, eh ben c'est un prince donc le peuple le respecte. Hein. La plèbe n'a rien à dire de toute façon. Ulysse et Ménélas retrouvent leurs comparses qui décident que si les mots ne suffisent pas, le sang le fera, et si Troie ne rend pas l'épouse enlevée, alors on la prendra. Les navires se rapprochent de la plage et jettent l'ancre pendant que du côté troyen, on se prépare à repousser l'envahisseur. La guerre peut commencer. Dans le prochain épisode... La violence n'est pas une solution, c'est la solution. Et ça va péter. Et voilà, on va s'arrêter là. J'ai bien mis en place tout le contexte. C'était peut-être un petit peu chiant si vous vous attendiez vraiment à la guerre, mais vraiment la guerre arrive tout de suite après, en février. Là, je vais continuer sur ma lancée. Avec au programme les premiers assauts, ce que les dieux font, Chryséide, Agamemnon, Achille, Priam, Patrocle, Hector, les morts de tout le monde, évidemment le cheval du coup, le rapt de Cassandre, et après peut-être que j'enchaînerai immédiatement sur l'Odyssée ou bien je ferai une petite pause. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a super intéressé, j'espère que vous n'étiez pas au courant de tout et que du coup vous avez appris des petites choses. J'espère que comme d'habitude vous appréciez mon travail et vraiment les efforts que je fais, c'est toujours plaisant, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment très très plaisant quand vous venez me parler pour me dire que vous aimez ce que je fais, que vous êtes nombreux à me dire que je vous accompagne sur la route du travail et la route retour chez vous en voiture, vous écoutez ça à la radio, ça me fait trop rire, vous êtes plein à faire ça. N'hésitez pas à venir me parler, n'hésitez pas à vous abonner à Mythologie Grecque Décomplexée sur Spotify pour ne pas louper les prochains épisodes. N'hésitez pas, je sais plus parler. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, je poste des mèmes, des réels, des stories, vous avez les updates, les avancées des podcasts, pourquoi je suis à la bourre, qu'est-ce que je fais, où j'en suis dans mes recherches, enfin bref, c'est assez complet, des fois je partage des conneries aussi.
Vous pourrez bientôt vous abonner à TikTok, je sais que ça fait genre 3 fois que je le dis, j'ai toujours pas fait le TikTok, mais bientôt il arrive, idem pour YouTube, pour l'instant il n'y a pas de contenu, mais ça arrivera aussi. Je vous souhaite une très belle journée, un bon mois de février, surtout prenez soin de vous, c'était Margot pour vous divertir. Ciao!